Le vrai développement, ce n'est pas des inaugurations, mais c'est quand on change réellement les choses au fond. Et quand on change au fond, ça ne se voit pas tout de suite, mais ça se voit. C'est pourquoi on a besoin de leadership visionnaire pour notre pays. Quelle est la journée idéale d'un maître de conférence? Vous savez, la passion. Quand tout va bien, quand vous avez une passion, c'est la passion qui vous tient, même quand tout va mal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Anguilive. 2025 s'annonce comme une année pleine d'inspiration et d'actions concrètes. Cette nouvelle année marque un tournant décisif pour Anguilive, notre podcast qui s'inspire et qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Nous préparons une série d'épisodes captivants où des invités exceptionnels, des personnalités qui ont su, par leur talent et leur vision, se distinguer dans leur domaine. Cette année, Anguilive compte s'inscrire dans une logique de réception au-delà de simples anecdotes pour découvrir des histoires fascinantes et disposer des clés, des outils et surtout des méthodologies pour permettre à chacun d'être plus motivé, d'être inspiré et surtout de oser. Pour cette nouvelle année et pour le premier numéro, je reçois un invité exceptionnel qui a un bagage intellectuel et à multiples casquettes. Ce soir, pour vous exclusivement et pour la première fois qu'il accepte de communiquer dans un podcast, je reçois M. Pepe Carlos Gbamou. Bonsoir mon cher. Bonsoir, c'est Kusako. À l'entame, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr. Je suis très enthousiaste de te recevoir dans ce podcast. Merci. Surtout pour découvrir ton univers, l'univers que tu incarnes, cet univers à multiples facettes. Tu es à la fois maître de conférence, tu es un cadre RH, tu es sociologue, tu es économiste, tu es un père de famille et surtout, tu es l'ambassadeur aussi de la culture guerrier. Ce sont des éléments qui nous inspirent et qui suscitent de l'engouement. Mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, d'abord, comment te définirais-tu? Merci Sekou Sako de me recevoir dans ce tout premier numéro de Anguilive. Je découvre un très beau studio. Merci, le dispositif et tout. Vous savez, je m'appelle Pépé. Pépé, dans la culture guézé, c'est le troisième garçon. Super. Quand une femme a un premier garçon dans notre culture, elle l'appelle Cécé. Cécé veut dire que Dieu m'a béni avec un garçon, maintenant je peux m'asseoir dans mon foyer. C'est s'asseoir. D'accord. Le troisième, il s'appelle Pépé. Ok. Et le deuxième? Le deuxième, généralement, c'est Nyankoy et ça varie. Okay. Le troisième, c'est Pépé. Okay. Quand une femme a eu un premier fils, un deuxième fils et un troisième, il dit celui-là, c'est mon jouet. Donc je suis le jouet de ma mère, Pépé, c'est mon nom. Et je suis né un lundi, sur mon extrait de naissance, à 18h45, à Zérékoré. Vous savez, 18h45, c'est l'heure à laquelle les paysans quittent le champ pour venir vers la ville. Et le soleil est tombant. Donc quand ils viennent fatigués et ils s'attendent à un lendemain meilleur. C'est une très belle heure pour naître. Et je suis né à 18h30, figure d'espoir. Je suis père de famille, comme tu l'as dit. J'ai deux garçons. Le premier s'appelle Cécile Martin. Le troisième s'appelle Christian David. J'ai une merveilleuse femme qui s'appelle Anne-Marie. Je profite d'ailleurs pour lui lancer Coucou madame. Coucou. Donc, je suis ingénieur financier. Je suis RH, comme vous l'avez dit. J'enseigne à l'université. En tout cas, on va profiter pour en parler beaucoup.
Et maître de conférence surtout. Bien sûr. Maintenant, mais cet univers-là, si beau, si merveilleux-là, parlant de ton enfance là, Zéro, quel est le meilleur souvenir qui te remonte et qui continue encore à t'inspirer, à te fabriquer? Beaucoup de souvenirs. Parce que j'ai fait mon enfance, vous savez, entre trois milieux. D'accord. L'école, l'église, le champ et beaucoup le terrain de football. Vous savez, Zérékoré, c'est une zone cosmopolite. C'est à cause du terrain de football qu'au-delà du Guézé que je parle couramment malinké. Après, j'ai fait mon université à Cancan, donc j'ai pu découvrir cette culture-là. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est que à l'église, au champ, à l'école, sur le terrain de football, ce sont des endroits qui m'ont marqué, qui m'ont forgé. Parce que j'ai eu une vision 360 degrés de ce qu'est un enfant, l'évolution d'un enfant, et ce sont de très beaux souvenirs. Super. Mais parlant toujours de Zéro-Corée, comment est-ce que tu as pu te démarquer aussi parce que tu as tout de particulier, Pépé. Tu es à la fois cadre RH. Comment tu as fait cette enfance-là? Comment tu as pu gérer ce monde-là où la plupart, normalement, sont des paysans, ils doivent aller au champ? Tu as pu te débarquer dans les études. Comment étais-tu en classe? Assez bavard, assez silencieux? Est-ce que tu taquinais les filles ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école, Pépé? Qu'est-ce que tu as fabriqué? J'étais à la fois paysan et le fils d'un grand intellectuel. Mon papa a été professeur de mathématiques quand il a fini l'université au temps de Sékou Touré. Et après, il est devenu conservateur de la nature au ministère de l'Environnement. Donc, il avait une attention particulière sur notre éducation. Vous savez, quand vous êtes intellectuel, enseignant et vous avez des enfants, vous avez toujours un regard très particulier. C'était un simple fonctionnaire. J'ai vécu dans une famille modeste. Mon père n'était pas vraiment riche, très riche. Mais il a su faire le maximum pour que nous puissions avoir une très bonne éducation. J'ai étudié dans les meilleures écoles de Zérékoré à l'époque. J'ai étudié à SOS. École privée? Oui, une école privée à SOS. Je suis fruit à la fois du privé et du public. Et je suis surtout le fruit de l'éducation de mon papa, qui a été lui-même mon prof de mathématiques de la première année à la 6e année. Et je me souviens d'ailleurs des séances que nous avions, lui et moi, au salon, parce que dans notre salon, vous savez, la table de révision est juste en face de lui, et lui, il est juste derrière. Il vient, il prend sa nourriture du soir. Par ailleurs, il rentre chaque jour à 19h quand il est à Zérékoré. Donc, il est assis en père de famille avec une vision 90 degrés sur son salon, et vous lui faites face, vous révisez vos leçons. Vous lui dites ce que vous avez fait à l'école, vous lisez, vous faites un compte rendu journalier de tout ce que vous avez fait à l'école, et il profite pour vous expliquer concrètement ce que vous avez appris à l'école, qu'est-ce que ça signifie, si c'est les mathématiques, pourquoi on enseigne ceci ou cela à l'école. Si c'est les sciences, ça sert à quoi? Et il vous explique s'il faut dans la langue maternelle. Donc c'est le fruit d'une éducation d'un homme qui est très rigoureux, qui est très doux en même temps et qui nous a forgés, accompagné d'une femme qui l'a aidé, qui a entre-temps abandonné son commerce pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Donc ce que je suis, je le dois à ces deux personnes-là. Et j'ai eu de très merveilleux professeurs. J'ai eu des gens qui ont créé chez moi l'envie d'aller loin dans l'apprentissage des mathématiques. J'ai eu des maîtres à l'école de Dimanche, parce que dans la culture chrétienne, normalement, l'enfant, jusqu'à 18 ans, tu es à l'école de Dimanche. J'ai été versé dans la littérature chrétienne, j'ai appris les sources profondes de la littérature chrétienne. Donc, quand j'ai associé ça à ce que j'ai appris à l'école, plus l'éducation familiale à la maison, plus ce que j'ai pu partager avec mes collègues enfants sur les terrains de football dans cette zone ô combien cosmopolite que Zérékoré, ça m'a construit et ça a changé ma vision de voir le monde. Et aujourd'hui, quand tu regardes Zérékoré, la génération avec laquelle toi tu as évolué, tes amis, quelles sont les figures qui te reviennent dans la tête? Chaque fois tu passes particulièrement à quel pote? Et quelle était votre complicité? Tu avais quel ami vraiment qui était là, quoi? Ah oui,
c'est vrai que ça change. Ouais, un pote vraiment qui peut, même quand tu as peur d'aller draguer une fille, qui peut dire attends, moi je vais aller. Moi, je vais aller. La dernière fois que je suis allé à Zérékolé, je n'ai pas reconnu mon quartier parce qu'il n'y avait plus personne. Vous grandissez avec des gens et quand vous retournez, vous pensez que c'est les mêmes ambiances, mais ça a tellement changé. J'ai demandé après tel pote, on me dit non, il n'est plus là, il est dans un autre pays pour se chercher. Cet autre n'est plus là, il est allé dans une autre ville. Et finalement, vous quittez pendant longtemps et quand vous revenez, vous ne reconnaissez plus le quartier. Mais si je dois citer des potes avec qui j'ai grandi, pour qui je garde de très beaux souvenirs, je peux citer un pote qui s'appelait Michel, qui était le garçon du pharmacien du quartier, avec qui j'étais tout le temps. Il y avait Jean-Louis, qui était là avec moi parce que j'étais dans des promotions, des groupes de danse. Vous savez, quand vous êtes enfant, c'est du clan, quoi. Vous êtes dans une promotion, après les autres sont dans d'autres promotions. J'étais dans une équipe de football. Koliba, c'était un très bon ami parce que c'était lui le boutiquier du quartier. Vous pouvez aller chez lui à tout moment. J'ai en souvenir beaucoup d'amis qui sont très chers à moi et qui sont un peu partout dans le pays aujourd'hui et dans d'autres pays du monde. Et c'est merveilleux. Super. Pépé, en parcourant, en continuant toujours le même voyage, là, Zérékolé, c'est fini. Tu as eu le bac ou les 2 bacs. Là, tu vas à Kankan. Tu découvres un autre milieu, une autre case de vie. Quelle image avais-tu de cette destination avant d'y aller? Et qu'est-ce que tu as découvert après, une fois que tu es arrivé? Mon papa connaissait déjà Kankan. Ah, ok. Pour des raisons de fonction, service? Oui, pour des raisons de fonction. Mais il avait quitté Kankan tellement longtemps avant que je ne sois orienté à l'université Juris Nyerere. Il m'a dit que Kankan c'est Nabaya. Ouais, il m'a dit que Kankan, je ne sais pas si ça a changé ou pas, c'est lui qui le disait. Il m'a dit, mais Kankan c'est Nabaya. Pendant que j'étais là-bas, j'ai passé de très bons moments. Et quand nous sommes arrivés à Kankan, on a passé la nuit, parce qu'on est arrivé très tard dans la ville, au petit marché qu'on appelle Sobé. On a passé la nuit juste au petit marché Sobé et le lendemain, notre tutrice est venue nous chercher. J'étais dans un quartier qu'on appelle Bordeaux et après je suis venu à la briqueterie. Pendant tout le temps que j'ai fait à Kankan, j'ai vraiment découvert que Kankan c'est Nabaya. Il y a même une vieille qui m'avait confié son champ de mangue parce que j'étais étudiant. Donc en partant dans des champs de mangue pour cueillir des mangues, je portais ma carte d'étudiant. Et cette population si accueillante était toujours là. Je partageais tout avec la population de Kankan. D'ailleurs, j'ai été responsable d'étudiants. Et mon dernier discours à Kankan, j'ai souligné, je me souviens toujours, j'ai dit que Kankan, c'est une ville de prospérité. Et c'est vrai que Kankan, c'est une ville de prospérité parce que la population est très accueillante, la ville même est très accueillante. Et quand vous êtes là et que vous venez après à Conakry, vous dites, oh, ça a changé, ça a changé. Là, Pépé, tu as fait les études, d'accord. Parce que tu as tellement de choses à dire que... Il y a tellement de choses à découvrir en toi que je suis obligé de foncer pour avoir le maximum dans le timing que nous avons accordé par la réalisation, quoi. Donc, Pépé, là, c'est le monde professionnel qui commence. Ce n'est pas d'abord le monde professionnel qui commence. Parce que après Kankan, je reviens à Conakry pour préparer mon voyage pour Dakar. Donc, à l'époque, j'étais avec mon grand frère qui avait une prestation à l'université Gamal Abdel Nasser. Donc, le temps de Conakry, le temps que les parents réunissent un peu de moyens pour que je parte faire mes études supérieures, j'étais avec mon grand frère. Donc, nous avons passé quelques mois ensemble avec lui. Je l'aidais dans sa prestation. C'est un entrepreneur dans l'âme, Paul Cessé, que je profite de le saluer. Donc, c'est après que je suis allé à Dakar. Un autre monde qui était tout nouveau parce que j'étais allé me spécialiser en master. J'arrive à la Teranga, c'est comme ça, on appelle le Sénégal, le pays de la Teranga. Pas de même atmosphère, pas de même climat, de nouvelles personnes. Et mon tout premier contact au Sénégal, c'était le taximètre.
Oh, ces gens, ils sont merveilleux. Celui qui m'a déposé chez moi, en quelques minutes de parcours, il m'a donné une vision 360 degrés De son de pays. son pays et de pourquoi on appelle le Sénégal le pays de la Teranga. Et effectivement, j'ai vu aussi que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis passé par des horizons très merveilleux. Donc du coup, Dakar, c'est une ville merveilleuse, c'est une ville calme, c'est une ville merveilleuse, c'est surtout une ville estudiantine. J'ai eu l'opportunité d'apprendre énormément tout ce que je fais intellectuellement quand j'étais à Dakar parce que j'étais entre la bibliothèque de l'université, la maison et je n'avais pas aussi oublié l'église. Donc à Dakar aussi c'était la même chose. J'étais à l'église, à l'université, à la maison et par ailleurs j'étais responsable d'étudiants. J'étais dans la commission de responsable d'étudiants pendant 2 ans. Des étudiants de toutes les nationalités, des étudiants guinéens. Des étudiants guinéens. Okay. Bien que nous avions beaucoup d'interactions avec les étudiants des autres nationalités, mais j'étais avec les étudiants guinéens principalement. Et après ça, après Dakar, j'ai intégré l'université Senghor à Alexandrie. Vous savez, c'est l'Institut de la langue française pour le développement de l'Afrique, où je me suis spécialisé aussi à un master en management de projet. Okay. Donc, j'ai pris le cours à l'université de Conakry, à Gamal, parce qu'il y avait un partenariat entre l'université Senghor et Gamal. Et donc, j'ai pris une partie de ma scolarité à l'université Gamal, où j'ai rencontré des professionnels qui sont devenus aussi des mentors, tels que Edouard Koundoulo, par exemple, qui a étudié avec moi, Victorin et beaucoup d'autres personnes qui sont aujourd'hui pour moi des mentors. Okay. Donc, c'est après que le monde professionnel a commencé, avant que je ne me spécialise en ingénierie financière à l'Institut supérieur de mécanique de Paris. Voilà. Okay. Et là, de Dakar, c'est la France, tu continues ou bien là, tu rentres au pays? Je rentre au pays pour travailler. Travailler, d'accord. Et là, aujourd'hui, tu es maître de conférence. Là, je fonce tout droit sur ce métier-là, qui est en train de faire vraiment tabac dans la cité. Tu es maître de conférence, aujourd'hui, tu es cadre RH, tu travailles dans une entreprise où tu as beaucoup d'exigences. Pépé, comment est-ce que tu conjugues ta vie privée, ta vie personnelle et ta vie professionnelle aujourd'hui? La passion. Et pour ajouter, quelle est la journée idéale d'un maître de conférence? Vous savez, la passion. Quand tout va bien, quand vous avez une passion, c'est la passion qui vous tient, même quand tout va mal. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, à un moment où vous n'avez plus rien sur quoi compter, c'est votre passion qui vous tient. Et je suis passionné par l'enseignement. Pourquoi? Parce que toutes les fois que je prends la parole pour expliquer ce que je sais, après les gens me disent que je suis un bon enseignant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être enseignant à l'université française, à Sherbrooke Académie de Lambaye et après dans d'autres conférences et avec d'autres cabinets. Parce que les gens m'ont dit que j'étais un bon enseignant, peut-être parce que mon papa est enseignant et moi-même peut-être j'ai été moniteur à l'école de Dimanche. C'est peut-être tout ça qui m'a aidé aujourd'hui à exercer ce métier. Il y a beaucoup d'exigences, mais vous savez, quand on a envie de partager ce qu'on sait de mieux, surtout dans des pays comme le nôtre, où l'enseignement est le parent pauvre en tout cas de tout ce qui se fait, il faut quand même des fois faire le don de soi, venir à l'université, raconter des étudiants, leur partager ce que vous faites dans votre métier, qui veulent exercer peut-être dans l'avenir. Et donc ma journée type est très chargée. Il y a un gros problème d'équilibre entre mon travail, l'enseignement et surtout la vie familiale. Vous savez, c'est très délicat. Il faut être d'accord avec sa conjointe pour faire tout ce que vous faites, sinon ça va biaiser un peu les choses dans la maison. Aussi. Donc le travail est exigeant. Après le travail, j'ai souvent envie de partager ce que je fais techniquement avec mes étudiants à l'université. Donc même si je suis fatigué, quand je suis devant les étudiants, j'oublie tous les soucis, je me mets dans leur monde et je partage avec eux ce que je sais mieux faire. Les finances, la gestion des ressources humaines, la gestion de projets, on le partage ensemble. Parce qu'il le faut pour notre pays. Donc après, à la maison aussi, madame sait que je suis enseignant. Elle aime aussi bien m'accompagner dans ce métier d'enseignant qui lui plaît également. Mais ça n'enlève rien au fait que je fais tout ce qui est de mon possible pour être présent pour mes enfants, pour elle
et pour atteindre aussi mes objectifs au travail, Au parce que c'est travail. ça qui paye Ouais, à tout la à- fin de Tout à fait d'accord avec toi. Mais Pépé, le monde studentine, chaque fois quand tu te retrouves en face des étudiants, au début de ce métier, quand tu as commencé les conférences, l'enseignement dans les universités, aujourd'hui, si tu es décidé dans ce pays, quelles sont les réformes que tu mettras en place? Ça, c'est la première question. La deuxième question aujourd'hui, quel est le décalage qui existe entre tes débuts en tant que conférencier, comment le monde étudiant était répondant, réagissait à tes conférences, et aujourd'hui, quel est le degré? Est-ce que ça a progressé de façon positive, ou bien tu trouves aujourd'hui que les gens sont assez distraits pendant les conférences, y compris peut-être la vôtre? Vous savez, Nelson Mandela, qui a été le premier président de l'Afrique du Sud après l'apartheid, a dit un jour que l'éducation est le moteur principal du développement personnel. Okay. C'est grâce à l'éducation que la fille d'un paysan peut devenir ministre. C'est grâce à l'éducation que le fils de quelqu'un qui travaille dans les mines peut devenir directeur de la mine. C'est grâce à l'éducation que l'enfant d'un président peut devenir, l'enfant d'un agriculteur peut devenir président d'un grand pays. Parce que l'éducation fait table rase de nos arrière-plans, ça nous met au même pied d'égalité. L'enseignant qui est là ne va pas dire non, vous êtes fils d'un pauvre, celui-là il est fils d'un directeur, donc il a son éducation spécifique et l'autre a son... C'est ça en fait. Et donc le gouvernement devrait tout faire pour que les enfants de la République qui n'ont pas les moyens d'aller dans des grandes universités puissent bénéficier de la même éducation que ceux qui vont dans les grandes universités. Il y a quelque chose qui est paradoxal. Dans d'autres pays, c'est à défaut d'aller à l'université publique ou à l'école publique que vous partez dans le privé. Mais en Guinée, c'est l'inverse. C'est quand vous n'avez pas les moyens d'aller dans le privé que vous vous orientez au accord public. défendant, voilà. Alors que c'est l'école publique qui forme les enfants de la République. Et nous sommes des enfants de la République qui avons été formés à l'école publique. Et donc, il faut donner ces chances-là aux enfants de la République. Il y a des concours, par exemple, aujourd'hui, dans la sous-région et tout, peu importe le niveau de recherche de votre papa, vous n'accédez pas si vous n'avez pas passé un test. C'est comme ça que ça devrait être. Mais tous les enfants de la République sur les mêmes pieds d'égalité, offrir les mêmes chances, c'est ça l'équité. On ne parle pas d'égalité, on parle d'équité. Offrir les mêmes chances à tout le monde. Donc il faudrait, si je suis aujourd'hui décideur dans le domaine de l'éducation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement supérieur, parce que c'est le milieu dans lequel tu es beaucoup plus bien sûr, fréquent aujourd'hui. Bien sûr, c'est de développer des politiques publiques pour donner les mêmes chances à tout le monde. Vous savez, l'une des crises qu'on commente tant dans nos pays en développement, c'est que les décisions des autorités publiques arrivent tardivement dans la vie des citoyens. Imaginez, vous identifiez un problème, vous dites que vous allez faire des choses. S'il se passe tellement de temps avant que la vie réelle des citoyens ne change, les gens perdent le fil et peut-être la confiance avec. Donc les décisions des pouvoirs publics dans le domaine tel que l'éducation n'arrivent pas souvent vite dans la vie des étudiants. Et il y a un indicateur tout simple, l'indice sur le capital humain de la Banque mondiale, qui est un indice qui mesure la santé, l'éducation et le bien-être qu'il faut pour qu'un enfant puisse atteindre son plein potentiel. Et selon la Banque mondiale, cet indice en Guinée est de 0,4. Ça veut dire quoi? Un enfant qui naît aujourd'hui en Guinée n'atteindra que 40% de son potentiel. Il va perdre 60% de sa productivité parce qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne éducation et il n'a pas bénéficié d'une bonne santé. Quelqu'un qui a perdu 60% de son potentiel, on ne peut pas beaucoup attendre de lui. Alors que c'est sur ces gens qu'on compte pour développer le pays. Mais qui va développer le pays si les gens n'atteignent pas leur potentiel? Or, pour changer le capital humain, il faut miser sur des décisions à long terme qui n'arrangent pas souvent ceux qui font de la politique politicienne, qui veulent faire des actions dont le résultat se fait ressentir tout de suite. Et pour une courte durée aussi. Une courte durée. Oui. Le président Abdoulaye Wade, quand le président Abdoulaye Wade a augmenté le budget de l'éducation au Sénégal, les retombées
sont allés au-delà de son mandat. Ce sont ces gens-là qui avaient bénéficié de cette politique à l'époque qui tiennent aujourd'hui l'économie sénégalaise. Ouais, le pays, effectivement. Quand on veut changer le capital humain, il faut prendre des décisions qui vont se faire ressentir sur les 15 et les 20 prochaines années. C'est comme quelqu'un qui plante un arbre. Si tu ne t'assois pas tout de suite pour dire, attends, il faut que j'ai le fruit maintenant. Qui dépasse un mandat. L'arbre prendra le temps de grandir et puis de faire des fruits après. Qui dépasse un mandat de 5 ans, de 10 ans. De 10 ans. C'est pourquoi, quand vous êtes décideur, peut-être pour votre pays ou bien pour votre localité, vous devez gérer le quotidien, mais au-delà, vous devez porter des projets qui vont au-delà de votre mandat. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de vraies politiques publiques dans l'infrastructure, dans la formation des formateurs et dans les programmes. Infrastructure, programme, formation des formateurs, ça fait changer l'éducation et ça commence à avoir des retombées sur le long terme. Ça joue sur le capital humain, les gens sont plus productifs, ça joue sur l'IDH, l'indice de développement humain, et le vrai développement, c'est ça. Le vrai développement, ce n'est pas des inaugurations, mais c'est quand on change réellement les choses au fond. Et quand on change au fond, ça ne se voit pas tout de suite, mais ça se voit. C'est pourquoi on a besoin de leadership visionnaire pour notre pays. Super, c'est bien dit. C'est bien dit. Dis-moi, Pépé, quel est le principal instrument normalement d'un conférencier? Naturellement, c'est sa capacité de prise de parole en public. Je ne vais pas aller là-bas d'abord, mais je vais commencer d'abord par une question. Tout récemment, tu as donné 2 conférences dans 2 universités de la place qui a fait tabac. C'était sur les métiers de demain, comment opérer un soir d'avenir. Qu'est-ce qui a motivé ce thème-là? Et derrière ce thème-là, quel est le mécanisme, quelle est la leçon que tu as enseignée aux étudiants pour que cela puisse faire autant d'écho et que toutes les universités aujourd'hui sollicitent aujourd'hui, écouter la conférence-là et puis mettre en pratique les conseils que tu as donnés? Ce thème-là, à quelle leçon en particulier? Vous savez, si je peux résumer ce thème en 30 secondes, les métiers de demain. Vous savez, chaque année, la Banque mondiale produit un rapport qu'on appelle le rapport sur le développement du monde. En 2019, le titre de ce rapport, c'était l'avenir du travail. Okay. Et les équipes de la Banque mondiale sont parvenues à une conclusion. L'avenir du travail va se jouer entre 2 dynamiques, l'automatisation et l'innovation. L'automatisation, il y a des métiers qui se font à la routine qui vont disparaître. L'innovation, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. La question, c'est est-ce que les métiers vont vite s'automatiser et est-ce que l'innovation va venir plus vite? Vous savez, quelqu'un qui perd son travail à cause de l'automatisation, on n'est pas sûr que cette personne a des compétences pour occuper les nouveaux métiers de l'innovation. Ça sera surprenant. Donc, il y a un débat. Il y a un débat qui se dit, mais est-ce que, à la limite, au bout du chemin, est-ce que les intelligences artificielles vont venir prendre nos métiers? C'est un débat qui fait rage. Mais à la limite, on devrait apprendre à se servir des intelligences artificielles. Et le principal objectif de ces conférences, c'était d'apprendre aux étudiants comment se servir de l'intelligence artificielle. Et au-delà de l'intelligence artificielle, il y a des compétences humaines. L'empathie. Une machine n'a pas d'empathie. Oui. La résolution de problèmes complexes, le raisonnement, la communication, qui sont des compétences socio-comportementales qu'une machine n'a pas forcément. Oui. Donc, c'était amener ces étudiants à aller beaucoup plus vers ces compétences et à apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des tâches qu'on fait à la routine, qu'on appelle des tâches ingrates, qui nous font prendre beaucoup de temps pour rien. Mais si on a des intelligences artificielles auxquelles on peut confier ces tâches et que ce soit automatisé, nous, on aura plus de temps à nous consacrer sur le vrai travail tel qu'on le fait au quotidien. Et c'est ça l'objectif. Oui, Pépé, aujourd'hui, si tu as un étudiant confus devant le choix qu'il doit faire opérer pour son avenir, quel est le conseil que tu peux lui donner pour qu'il puisse avoir au moins un fondement, un soubassement sur lequel il peut s'appuyer pour décider de son destin, de son sort? Avant, pour recruter quelqu'un, les gens recherchaient beaucoup plus des compétences techniques. Mais aujourd'hui, le recrutement a changé. Okay.
les gens sont plus à la recherche de compétences comportementales que de compétences techniques. Vous savez, la compétence, c'est 3 choses. Ok. C'est le savoir, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être. Ok. Le savoir, c'est tout ce qu'on apprend théoriquement. Le savoir-faire, c'est la pratique. Le savoir-être, Maintenant, ça, c'est le comportement. Ok. Mais quand vous demandez à un recruteur, parmi ces 3 piliers de la compétence, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Des études empiriques ont prouvé que les gens sont plus séduits par le savoir-être, les compétences purement comportementales, que par le savoir et le savoir-faire. Parce que si vous savez très bien votre sujet, si vous savez très bien le faire, mais si vous n'avez pas le savoir-être, si vous n'avez pas les bonnes postures pour faire ce que vous faites, à la limite, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi c'est d'équilibrer. Et ce savoir-être se manifeste comment au quotidien dans la vie d'un professionnel? C'est ce que les anglophones appellent le soft skills. Vous savez, c'est des compétences difficiles à expliquer. Ça crée de l'ambiguïté causale. C'est pourquoi c'est des compétences souvent. Vous pouvez bîcher tout de suite une leçon. Vous avez un savoir. Vous pouvez être capable de faire quelque chose très bien. Mais le savoir-être, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, ce sont des compétences qu'on apprend. L'intelligence émotionnelle, par exemple, le fait de pouvoir comprendre l'émotion de l'autre et travailler de façon efficace avec l'autre, ça, c'est une compétence qui ressemble un peu à de l'art. Ce sont des compétences souvent qui sont peut-être les fruits du milieu, mais c'est compliqué d'expliquer concrètement ça consiste à quoi. Et nous devrions tous aller vers ces compétences-là. L'empathie, par exemple. Le fait de se mettre à la place de l'autre et le comprendre. Je comprends ce que tu traverses, je comprends que ça a été très difficile, je te comprends. Ça, c'est l'empathie. Les machines n'ont pas d'empathie. Le raisonnement, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est une compétence comportementale qui est essentielle dans la vie de tous les professionnels. Or, d'ailleurs, dans notre système éducatif, vous savez, on cherche de l'équilibre entre les deux. La récompense individuelle et la récompense collective. Vous savez, quand on récompense individuellement les gens, ça favorise la concurrence. Les gens, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand vous dites aux gens, moi je vous récompense individuellement, chacun voudra se dépasser lui-même pour être récompensé. Il y a des côtés positifs, hein, parce que les gens vont se dépasser, mais il y a des côtés négatifs parce que les gens ne vont pas travailler ensemble quand ils savent qu'à la limite, c'est une concurrence qui est individuellement récompensée. Très bien. Or, si vous misez plus sur la récompense collective va pousser les gens à travailler ensemble, mais ça va faire émerger le phénomène des passagers clandestins. Oui. Les gens qui ne participent pas au travail de l'équipe qui attendent juste le résultat et qui attendent le résultat pour en profiter. Comme ça, celui qui a participé beaucoup au travail de l'équipe, il sera frustré, il sera lésé quelque part. Donc la vraie question, c'est quel équilibre entre la récompense individuelle et la récompense collective. Et dans notre système éducatif, on donne beaucoup de poids à la récompense individuelle. C'est pourquoi les gens veulent toujours être premier de la classe. Et moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de réussite individuelle au milieu des échecs collectifs. Il n'y en a pas. Donc, on devrait plutôt, pour amener les gens à être entrepreneurs, à innover, on devrait plutôt amener les gens beaucoup plus à travailler ensemble. Et vous savez que ça touche même la façon dont nous faisons des examens à l'école. On met beaucoup plus d'accent sur l'individuel alors qu'on devrait plus, dans le monde professionnel, vous travaillez ensemble. On voit très rarement quelqu'un félicité parce qu'il a fait un exploit individuel. C'est toute la direction, c'est tout le service. Et l'éducation, et je crois profondément que l'éducation devrait préparer les gens à ça. Et les gens n'ont pas souvent ces compétences socio-comportementales à l'université, alors que c'est ce qui les attend en entreprise. Pépé, c'est super, c'est formidable, c'est bien dit. Ta deuxième arme, c'est ta capacité de prise de parole en public, comme je le disais. Comment tu te prépares avant chaque conférence et comment tu te comportes pendant que tu tiens une conférence et après, comment tu calcules les indicateurs, comment tu ressens dans les yeux de tes apprenants l'impact du message que tu as véhiculé?
Vous savez, c'est difficile à expliquer. Moi, j'ai un principe qui est simple. Quand je dois prendre la parole en public, je me prépare et après je fais confiance à mon cerveau. Vous savez, dans la plupart du temps, les gens ne font pas confiance en leur cerveau. Le cerveau humain a une capacité extraordinaire. Si vous voulez fuir votre cerveau va vous fuir. Mais quand vous vous préparez bien et après vous faites confiance en votre cerveau va vous honorer quand vous prenez la parole en public. Okay. Et ça, c'est extrêmement... Comment on fait confiance à son cerveau? C'est le problème. Comment faire confiance à son cerveau? Faire confiance en son cerveau, c'est se préparer et après, ne pas rester bloqué sur des choses, sur le doute en fait. Vous savez, le doute tue la parole en public. Le stress, c'est naturel. On est tous stressés quand même le président Obama, qui est l'un des plus grands orateurs du monde, est stressé quand il prend la parole en public. Mais c'est la préparation qui efface le stress. Et pour bénéficier pleinement de cette préparation quand vous êtes devant un public, c'est de faire confiance en votre cerveau. Vous savez, quand vous faites une sorte d'interview, vous vous êtes préparé, vous avez une note, vous avez le choix entre faire des va-et-vient entre votre note et votre cerveau, ou bien vous posez, laissez votre note et dire au cerveau, allons-y. J'ai appris beaucoup de choses, tu les as mis ça, et puis, allons, donne-moi les éléments un à un pour que je puisse leur dire. Et allez lentement, vous savez, quand vous voulez dire tout ce que vous avez appris devant une sorte d'audience, ce n'est pas... Peut-être que vous pouvez apprendre 100 choses et vous n'allez dire que 2 ou 3 choses. Il faut que vous ayez une sorte de fil rouge. Vous ne pouvez pas maîtriser tout ce que vous voulez dire. Mais si vous voulez parler de 2 ou 3 sujets, préparez juste les points que vous voulez aborder sur ces sujets. Et quand vous êtes là, prenez le premier sujet, après faites une transition vers le deuxième sujet et après, mais le maître mot, c'est de faire confiance en votre cerveau. Et moi, j'ai totalement confiance en mon cerveau quand je finis de me préparer. Tu sais, le public francophone souffre beaucoup de cet handicap-là parce que la rhétorique n'est pas enseignée à l'école. Mais ma curiosité, c'est de savoir comment est-ce que c'est par les connaissances livresques ou bien c'est par l'exercice au fur et à mesure que tu es parvenu à ce stade ou bien tu as reçu un coaching particulier ou à la rigueur. Comment est-ce que tu peux accompagner aujourd'hui quelqu'un qui aspire à être même maître de conférence comme toi et à exceller dans la prise de parole en public? Oui, à la limite, c'est un don que moi j'ai. Je n'ai jamais pris de cours de prise de parole en public. Okay. Je n'ai jamais eu de mentor. Par contre, j'aime les gens qui prennent bien la parole en public. Comme Nicolas Sarkozy, chaque fois je partage, c'est parce que j'aime son éloquence. Okay. Obama ne m'inspire pas trop, par contre le président Trump, j'aime la façon dont le président Trump est concret. Pourtant il n'est pas assez éloquent lui. Ah oui, mais il faut commencer par aller regarder son tout dernier discours lors de son investiture, c'était extraordinaire. C'était simplement extraordinaire, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Et donc vous savez, quand vous êtes devant un public, et vous dites quand je n'ai pas la parole, ceux qui parlent sont mes patrons. Mais quand on me donne la parole pour dire ce que j'ai à dire, pendant les quelques minutes que j'ai la parole, je dois me mettre dans la peau de l'expert de mon sujet parce que ce n'est pas moi qui écoute les gens, ce sont les gens qui m'écoutent. J'ai lu Apologie de Socrate. C'est un livre qui parle bien de la rhétorique. Vous savez, Platon a écrit Apologie de Socrate. 2 auteurs ont écrit le même livre. Il y a Platon, il y a Xénophon. Mais j'aime lire Platon parce que Platon était au procès de Socrate. Vous savez, Socrate est connu comme étant un acteur extraordinaire de l'art de la rhétorique. Et aussi... Et qui a beaucoup marqué son temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça me rappelle de notre lycée. Ah oui, les gens se faisaient appeler Socrate, Platon, le disciple de Socrate. Quel était mon petit nom? Est-ce que c'était Spinoza? Ah oui, Charles Spinoza, qui a écrit Baruch. J'ai un ami qui était parmi les délais.
Ah oui. Il y a un autre qui était... Chacun avait son petit nom. On voyait Aristote. Aristote, voilà. Et On a ceux qui étaient un peu balèzes en mathématiques, on les appelait Pythagore. quelque chose comme ça. Donc, c'est tout à fait magnifique, quoi. Ah oui, ce sont magnifique. des histoires. Donc, j'aime beaucoup Socrate. Ok. Et dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle l'apôtre Paul, qui a écrit les 1/3 du Nouveau Testament, qui était philosophe et qui écrit extraordinairement bien. Donc, quand je regardais comment l'apôtre Paul abordait les sujets dans les épîtres qu'il a écrits, il a écrit un épître qu'on appelle Romains, Corinthiens. Il est fort en rhétorique. Et souvent, de façon individuelle, je m'entraîne quand je dois prendre la parole devant mon miroir, des fois devant ma femme, on rigole. Mais après, ça donne toujours quelque chose de bien quand je suis devant les gens et je lis beaucoup. J'aime beaucoup plus parler avec des chiffres parce que mon métier me l'exige, parce que depuis un certain temps, j'exerce le métier de la finance et de la stratégie. C'est compliqué d'être économiste et de parler sans faire appel aux chiffres. Donc je prends beaucoup de temps de lire des rapports de 100 pages que je dois résumer en une demi-page pour retenir que les chiffres que les gens ont besoin. Et les gens n'ont pas besoin de 10 chiffres, peut-être les gens ont besoin de 2 ou de 3 chiffres. Regardez Tidjane Thiam. Quand il a voulu prendre la parole, lors de son tout premier meeting, il a mis l'accent sur une seule chiffre, l'indice de développement humain. Après, pendant un mois, ça fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Donc, le fait d'apprendre les chiffres et de pouvoir bien interpréter ces chiffres-là, c'est aussi une sorte d'art de communiquer et ça, c'est accessible à tout le monde. Et toujours, je te tiens toujours dans le cadre de la conférence. Aujourd'hui, quand on aborde beaucoup de thèmes dans les universités aujourd'hui, le thème fondamental qui revient, c'est l'impact des réseaux sociaux sur le niveau de l'éducation. Pour toi, les réseaux sociaux, c'est l'ennemi ou c'est l'ami du monde étudiantin? C'est à la fois l'ennemi ou l'ami, comme vous l'avez dit. Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où l'émotion prend le dessus sur l'argument. Et où l'émotion négative prend le dessus sur l'émotion positive. On n'argumente pas sur les réseaux. Quand vous argumentez sur les réseaux sociaux, les gens s'en fichent. Mais à la fois, les réseaux sociaux ont changé le monde et c'est ce que les intellectuels traditionnels doivent comprendre. Vous savez, quand on était petit, disait le chemin de la réussite, c'était pour avoir beaucoup d'argent d'ailleurs, il fallait faire des grandes études, médecin, faire 8 ans pour devenir ingénieur. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous voyez une influenceuse qui gagne $8,000 par mois, alors que le médecin gagne à peine $1,000 dans le mois. Donc ça a complètement renversé notre monde et ça a complètement redéfini les façons dont on regarde les choses dans le monde. Mais on ne peut plus s'en passer parce que les réseaux sociaux ont à la fois changé beaucoup de choses pour les individus, pour les entreprises. Facebook, sa raison d'être, c'est de connecter le monde. Vous êtes connecté à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Ça, c'est une bonne innovation par contre. Et ça, c'est une innovation à louer. Mais quand les réseaux sociaux deviennent aussi source de troubles, souvent troubles au niveau social, troubles politiques, là, on doit prendre un peu de recul et réguler. C'est là d'ailleurs ce phénomène de régulation, cette problématique de régulation des réseaux sociaux. Parce que le modèle économique de Facebook, par exemple, Facebook n'a pas de bureau en Guinée, alors que Facebook se fait des milliards de chiffres d'affaires en Guinée. Oui. Sur la même période, WhatsApp, Facebook ne paye pas un seul franc à l'État guinéen parce que l'État ne voit même pas comment ces plateformes-là gagnent de l'argent. Donc il y a une vraie problématique de régulation de ces réseaux sociaux pour avoir le contrôle absolu sur non seulement le comportement des citoyens et sur le flux financier qui nous échappe à cause d'un manque de régulation de ces réseaux sociaux pour la simple raison que ces multinationales sont beaucoup plus fortes que nos États. Le chiffre d'affaires de Facebook dépasse de très loin le PIB
de la Guinée, peut-être même de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. C'est possible. Parce que c'est un empire financier, hein, à un niveau très élevé. Ils déclarent leurs revenus là où ils veulent. C'est ça le problème. Ouais. Même aux États-Unis, ils font de l'évasion fiscale. Parce que quand j'ai une plateforme, ça me permet de déclarer mes revenus dans un pays où on paye moins d'impôts. Si je gagne 1 milliard, je dis, OK, j'ai gagné plus de 900 milliards dans ce pays où le taux d'imposition est très faible. Maintenant, vous qui avez de l'impôt élevé, OK, j'ai gagné 100 milliards. Donc, du coup, vous voyez que c'est une véritable problématique. Donc, ça cause à la fois des problèmes sociaux liés au comportement de nos jeunes. Ça cause à la fois des problèmes économiques au niveau des États et ça cause à la fois des problèmes de régulation. Donc, nos États devraient être aussi forts pour trouver des solutions à cette double problématique de contrôle social et aussi de captage de ce flux financier qui nous échappe. Pépé, super, c'est bien dit. Quand je observe aussi autour de nous aujourd'hui, pour toi, les gens sont beaucoup plus dans le mouvement, ils sont devenus des influenceurs, comme tu le dis, des influenceurs. Mais pour toi, quelle est la meilleure manière pour l'homme d'être gardé dans la mémoire collective de son pays? Vous savez, ce phénomène d'influenceurs, les gens trouvent en des influenceurs leur modèle, ça veut dire qu'on a laissé l'origine. Nous sommes un pays à 99% croyants. Okay. Ce qui devait beaucoup plus m'influencer, c'est peut-être la Bible. Ce qui devait beaucoup plus t'influencer, c'est peut-être la vie du prophète et le Coran. Mais si on s'identifie à des gens qui ont des moralités très douteuses, souvent ça cause des problèmes. Okay. À qui les jeunes s'identifient aujourd'hui sur les réseaux sociaux? À qui ils cherchent à ressembler? Ça, c'est une problématique. En même temps, on a laissé les fondamentaux, mais en même temps, c'est une réalité qu'on doit accepter. Et en tant que décideur, on doit trouver des solutions. Il y a des influenceurs qui existent, qui influencent négativement la jeunesse. Mais les décideurs devraient faire émerger des nouveaux types d'influenceurs qui influencent positivement la jeunesse. Sauf que, par des mesures d'accompagnement, par des mesures d'encouragement. Ouais, je suis d'accord. Les initiatives qui amènent souvent les jeunes à la dérive sont souvent plébiscitées, plus que des gens qui sont souvent dans l'ombre, mais qui ont des initiatives qui méritent d'être hissés au sommet pour que les jeunes puissent s'identifier à eux. Mais nos autorités sont souvent complices de promouvoir des influenceurs qui influencent négativement la jeunesse que de promouvoir des gens qui influencent ou qui peuvent influencer positivement. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça. C'est l'émotion qui prend le dessus sur la raison. Les gens sont beaucoup plus... Quand vous partagez une actualité liée au sexe, au sexe, au sang, au sextape, au sang, à la violence. Ça fait tout de suite 1000 partages en une minute. En une minute. Mais quand tu dis aux gens, voici ce qu'il faut faire pour maîtriser la prise de parole en public, tel que tu es en train de l'expliquer comme ça, on zappe, on passe. On zappe. Et là, on devrait beaucoup plus réfléchir sur les façons dont on fait pour que les gens soient beaucoup plus intéressés par ces bonnes choses que d'être influencés par des choses qui les amènent souvent à la dérive. Parce que c'est une réalité. Vous savez, les dénonciations, c'est bien. On peut dire aux gens, non, il faut être... Mais il y a une réalité qui est là. Les gens sont plus intéressés par ces sujets-là, plus que les bons sujets. Et il faut souvent, perpétuellement, chercher comment changer le centre d'intérêt de la jeunesse. De la jeunesse, c'est très important. Pépé, pour toi, aujourd'hui, quel est le rôle? Il y a beaucoup de projets de développement qui sont annoncés dans le pays à travers tout le temps et tout le temps. Mais là, on a du mal, c'est quel est le rôle de la jeunesse dans ces projets de développement? Est-ce que les jeunes, ils ont une mission à jouer? Ou c'est pour les jeunes qu'on doit jouer la mission? Les jeunes ont quelque chose à apporter? Ou bien c'est aux jeunes qu'on doit apporter quelque chose de ces retombées de ces projets de développement? Quelle est la participation? Quel est le rôle que toi tu donnes à la jeunesse dans ces projets de développement? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est toujours sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne,
par rapport à tout ce que tu es en train d'observer dans la sous-région pour avoir fait le Sénégal, avoir étudié à partir d'ici des universités françaises et autres, quelle est ta lecture aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse? À ce niveau, les chiffres... Dans la compétition, bien sûr, du futur. Hein? Les chiffres sont éloquents. Vous savez, quand moi je suis né, l'année à laquelle je suis né, il y avait 7 millions d'habitants en Guinée. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 30 ans et il y a 14 millions d'habitants. Le double. Vous savez, 30 ans, c'est la moitié d'une vie, parce que l'espérance de vie en Guinée est de 60 ans. Et au bout de la moitié d'une vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, la population guinéenne a plus que doublé. Ouais. Et la grande partie de cette population est jeune. En 2050, on sera 30 millions de Guinéens, majoritairement jeunes. Et si on prend sur l'échelle de l'Afrique, vous imaginez que d'ici 50 ans, d'ici 2050, la population de l'Europe est passée de 500 millions d'habitants à 450 millions d'habitants. Là, on parle d'un déclin démographique. Sur la même période, la population de l'Afrique passe de 1,5 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Le double. La population de l'Afrique double principalement. Et cette population est majoritairement jeune. Quand c'est comme ça, quand on entend les politiques parler, c'est une opportunité. Parce que quand on a une population jeune, on peut dire que c'est une opportunité. Mais ça peut être aussi un problème pour les économistes. Parce que vous savez, quand la population croît plus vite que la capacité des pouvoirs publics à créer des emplois décents pour ces nouveaux jeunes qui viennent sur le marché du travail, vous verrez que c'est le nombre de jeunes pauvres qui va plus augmenter sur le marché du travail parce que la capacité de création d'emplois de l'économie est plus faible que le nombre de jeunes qui viennent sur le plan local. On peut matérialiser cela par des chiffres sortant de nos universités et la capacité d'absorption de nos entreprises. Bien sûr. Okay. Vous avez un exemple? En 2022, j'ai regardé le site de l'AGIP. Vous savez, l'AGIP, c'est l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi. Ceux qui ont déposé des CV à l'AGIP, je pense qu'ils étaient autour de 8000. Et il y avait que... des CV pour des demandes d'embauche, ou de stage. Ou de stage. Okay. Et de l'autre côté, il n'y avait que 600 entreprises qui avaient déposé des offres d'emploi pour ces jeunes-là. Vous savez qu'il y a véritablement... 8000 contre 600. Contre 600. Et ça, c'était des chiffres de l'Institut national des statistiques de Guinée. Vous savez, quand c'est comme ça, si les jeunes ne sont plus en mesure de trouver, en tout cas, le bien-être dans leur propre pays, personne ne va les obliger à rester. Ces jeunes vont vouloir partir dans d'autres horizons pour au moins s'accomplir, pour avoir une autre vie. À cela s'ajoute aussi la qualité de l'éducation. J'ai dit tout de suite que l'indice sur le capital humain était de 40%. C'est-à-dire le jeune Guinéen n'atteint que 40% de son potentiel. Alors que les entreprises qui viennent ne sont pas là pour faire de l'humanitaire. Ce sont des entreprises qui ont besoin des personnes bien formées et capables de leur apporter quelque chose de concret. Et tout de suite. Oui. Et malheureusement, nos universités forment des gens qui ne sont pas opérationnels tout de suite. Donc c'est un problème multidimensionnel. Ça fait que la participation de la jeunesse à l'économie est en baisse depuis un certain nombre d'années. Parce que les jeunes devraient pouvoir participer pleinement à l'économie. Parce que la population est majoritairement jeune. Mais le taux de chômage est non seulement élevé plus au niveau de la jeunesse dans nos pays, et les jeunes n'ont pas de moyens spécifiques pour pouvoir s'accomplir parce que les politiques publiques ne sont pas souvent très efficaces pour que ces jeunes-là puissent s'accomplir. Donc, il y a un problème qui fait que les jeunes ne participent pas véritablement à l'économie du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il faut pour promouvoir la participation de la jeunesse à ces projets de développement? À ces projets de développement. Annoncer ça et là, un peu partout. Oui, annoncer ça et là, un peu partout. Premièrement, il y a un discours qui dit il faut mettre la jeunesse au centre et il y a des actions concrètes qui mettent effectivement la jeunesse au centre.
Mais il y a des actions aussi qui mettent la jeunesse au centre. Mais quel type de jeunes on met au centre? Est-ce que c'est des jeunes qui savent bien faire le travail ou bien est-ce que c'est des jeunes qui ne savent pas bien faire le travail? On parle aujourd'hui beaucoup de la promotion de la jeunesse. J'ai des chiffres qui peuvent être beaucoup plus révélatrices. Vous savez, Transparency International, c'est l'organisme qui suit la corruption dans les administrations publiques partout dans le monde. Et selon le dernier rapport de Transparency International, notre pays figure parmi les plus, notre administration publique figure parmi les plus corrompues en Afrique de l'Ouest. Peut-être si on prend sur l'espace de l'Afrique de l'Ouest francophone, l'administration publique guinéenne est la plus corrompue aujourd'hui. Ça ne fait pas plaisir de le dire, mais c'est un fait, c'est Transparency International qui le dit. Oui. Et la perception de la corruption aujourd'hui, en 2025, en Guinée, est plus élevée qu'en 2021. C'est-à-dire la mise en place de la CRIEF n'a rien changé à la corruption. Et en même temps, on parle beaucoup de la promotion des jeunes. On parle beaucoup de la promotion des jeunes à des endroits. À la fin, il faut souvent se questionner. Moi, je ne suis pas pour cette discrimination qui consiste à promouvoir plus les jeunes qu'aux adultes. Moi, je suis pour le travail bien fait. Peu importe l'âge de débat, cette histoire de mettre la jeunesse au centre du tout, c'est un faux débat. Si on mettait les gens qu'il faut à la place qu'il faut, ça c'est naturel, parce qu'on est dans un pays qui est majoritairement jeune. Oui. Si l'éducation était bien dispensée, si les formations professionnelles étaient bien dispensées, et bien accompagnées, bien appuyées, ce débat n'allait jamais se poser, parce que ça allait être un fait naturel. Est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on réfléchit mieux que quelqu'un qui a 50 ans? Je ne crois pas en ça. Non. Il n'y a pas d'études scientifiques prouvées qui disent que c'est la jeunesse qui... Je ne crois pas en ça. Moi, je pense plutôt qu'on devrait s'attaquer aux fondamentaux et laisser souvent ces faux débats qui consistent à dire qu'il faut promouvoir les jeunes, il faut s'en passer de ceux qui sont plus âgés. Franchement, ça ne change rien et ça n'a jamais rien changé alors qu'on a toujours tenu le même discours. Super, c'est bien dit. Nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Pépé, il y a 150 ans en arrière, tout ce qui était sur la terre ont disparu. Et dans 150 ans, nous les occupants d'aujourd'hui, nous ne serons plus de ce monde. Sauf que nous, par la magie du numérique, on a réussi à échapper à la mort. Notre physique disparaîtra naturellement, mais notre voix, notre idée, nos actes demeureront pendant 5000 ans, voire au-delà. Oui. Quel que soit le temps, celui qui viendra peut-être taper un jour sur Google, Pépé Carlos Gbamou, ou Sekou Sako, retrouvera cette émission-là. Bien sûr. Il s'inspirera pendant que tu n'es plus là physiquement. Pour ceux qui viendront te voir plus tard, ou ceux qui te regardent maintenant, là, quelle est l'image que tu souhaites qu'ils retiennent de Monsieur Pépé Carlos Gbamou? Vous savez, avant de penser à laisser une image positive dans la vie, dans la mémoire collective, il faut s'inquiéter à comment laisser un héritage à vos propres enfants. Moi, je souhaite laisser un nom en héritage à mes enfants. Je ne souhaite pas leur laisser beaucoup de richesses et tout, mais je souhaite laisser un nom à mes enfants. Et ce nom ne doit pas être taché de corruption, ça ne doit pas être taché de mauvaises pratiques. Et c'est pourquoi je me bats au quotidien pour faire bien mon travail, pour avoir de l'impact dans la vie des autres, pour partager au maximum ce que je sais faire et pour créer du plaisir autour de moi, du plaisir positif autour de moi. Et ce que je peux laisser dans la mémoire collective, peut-être le meilleur reste à venir. Si on se situe dans l'esprit des mathématiciens ou des économistes qui disent que l'espérance de vie en Guinée est de 60 ans, moi, il me reste encore un peu plus de 30 ans à vivre. Tout à fait. Donc, pendant ces 30 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et si on se situe dans la grâce divine,
on va toujours au-delà de ça par la volonté de Dieu. En tout cas, hier, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est ça que je veux laisser dans la vie de nos concitoyens. Vous, par exemple, vous avez créé ce podcast. Personne ne vous a subventionné pour créer ce podcast. Vous le faites et ça va rester, ça va demeurer pour ceux qui vont venir après. On peut négliger cela, mais c'est des choses merveilleuses qu'on laisse aux générations futures. Parce que ceux qui viennent dans vos podcasts donnent des conseils, ils parlent d'eux-mêmes, ils racontent des expériences qui ont changé. Ils transmettent surtout aussi des clés, ils donnent des stratégies. Ils donnent des stratégies. Oui. Il n'y a rien qui dépasse ça. Ce que nous faisons au quotidien, les petits actes que nous posons au quotidien, c'est cela le bonheur, c'est cela la vie. Et on devrait peut-être tous continuer dans ce sens-là. Inviter des gens qui donner aux gens la place nécessaire, l'opportunité de donner ses conseils. Et ceux qui ont aussi des choses à dire, prendre la parole pour dire ce qu'ils ont à faire. Ceux qui ont des actes à poser ces actes-là au quotidien. Parce qu'à la limite, c'est ça que nous allons laisser ici. Les choses, quelqu'un a dit vanité des vanités, tout est vanité parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qu'on voit aujourd'hui peut-être a été fait. Ce qui sera fait demain a été peut-être fait hier. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on joue le bon rôle. Parce que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui... Dieu atteint toujours son plan, ce que je dis aux gens. Mais la vraie question de savoir, est-ce que vous jouez à l'accomplissement du plan de Dieu en tant qu'un bon acteur ou un mauvais acteur? Parce que peu importe, le plan de Dieu, il s'accomplit toujours. Mais il y a des gens qui jouent le mauvais rôle et il y a des gens qui jouent le bon rôle. Oui. Moi, je veux être dans la catégorie des gens qui jouent ce bon rôle et j'espère que Dieu me sera en aide. Pépé, quelque part, quelqu'un te regarde. Son seul souhait, c'est d'être comme toi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il soit comme toi? Déjà, il peut m'appeler. Oui. Il peut rentrer en contact avec moi. Okay. Et plus sérieusement, il faut être soi. Moi, je n'ai jamais dit que j'aime des qualités chez des gens. Mais je fais toujours tout pour rester moi-même. Vous savez, quand j'étais à Dakar, un jour j'étais allé, parce que j'étais étudiant en Galera, j'étais allé dans un centre d'appel pour m'inscrire et puis pour me faire un peu d'économie, parce que les centres d'appel, vous savez, vous appelez et tout et tout. Oui. Et donc je devrais être dans un centre d'appel canadien. Et donc ils m'ont dit, quand vous appelez dans notre centre d'appel, vous travaillerez au Canada, mais à partir d'ici. Donc vous allez appeler des gens au Canada et tout. Et vous devez tout faire pour faire disparaître votre accent. Et moi, dès que je parle, vous vous rendez compte que je suis gaisé. Okay. Parce que c'est un héritage, le fait de se rendre compte d'où vous venez quand vous parlez. Donc, j'ai tout fait. Je n'ai pas pu me débarrasser de cet accent et je n'ai pas pu avoir ce travail. Par ailleurs, j'étais avec un autre Sénégalais qui n'a jamais réussi aussi ce test parce que eux aussi, leur accent est un peu compliqué. Mais ça n'a pas empêché que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Moi, je veux rester, je veux apprécier des qualités chez des gens, mais à la limite, je veux les intégrer en moi et rester vraiment moi-même. C'est pourquoi, quand des gens sont bons, je dis, ils sont bons. Et ce qui fait qu'ils sont bons, je prends, mais à la limite, je veux, parce qu'on a tous des spécificités qui font notre force. Notre faiblesse commence au moment où nous voulons tellement ressembler aux autres. Parce que quand on veut tellement ressembler aux autres, on se réunit nous-mêmes. Alors qu'on peut prendre ce qui est bon chez les autres, ajouter à ce que nous sommes déjà, ça fait de nous les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, ceux qui me regardent aujourd'hui et qui souhaitent, je leur conseille de ne pas vouloir devenir comme moi. Je leur souhaite de vouloir devenir comme eux-mêmes, mais en prenant peut-être les bonnes choses que je fais et en les intégrant à leur propre personnalité pour qu'ils deviennent beaucoup plus eux-mêmes que Pépé Carlos. Voilà le conseil que je peux donner à ceux qui me regardent. Rester soi est la première et la plus grande recherche d'un homme. Oui.
Telle est la dernière phrase de Pépé. Nous aurons plaisir de l'inviter et de le ramener une fois de plus encore dans ce podcast où il aura beaucoup à dire. Le podcast, c'est le temps. Et ceux qui prennent leur temps pour nous regarder, pour nous écouter et s'inspirer auprès de nous, nous ne cesserons jamais de les remercier. Et particulièrement ceux aussi qui prennent le temps de partager le travail que nous faisons. Ceci constitue l'engrais qui fertilise notre énergie. Le podcast, c'est une question de temps et tout est question de temps. Et rien que pour cet effort, nous ne pouvons que vous remercier. Pépé, un dernier mot pour ce grand public, avant que nous se dise avant le au public, revoir. Peut-être un dernier mot pour Anguille Live. Merci pour cette initiative. Les podcasts, vous êtes précurseurs du podcast en Guinée. Je n'ai jamais vu un autre podcast ici. Le premier podcast, le tout premier que j'ai commencé à voir, c'est Anguille Live. Mais pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu maintenant d'autres jeunes qui ont peut-être vu ça et qui ont commencé à développer des podcasts. Vous avez osé vous lancer dans ce marché qui était encore beaucoup plus vierge en Guinée par la passion et ça a réussi, ça a été une réussite. Soyez fiers de vous-même et nous qui vous regardons de loin, nous sommes tellement fiers de vous. Merci. À ceux qui nous regardent aussi, c'est de continuer à espérer, surtout pour notre pays, parce que nous avons un public qui est beaucoup plus guinéen, à continuer à espérer pour notre pays. Il faut que chacun de nous, au quotidien, pose des actes, peut-être qui remplacent ce qu'il voudrait que le président de la République fasse. Si nous faisons ça, on sera en paix. Si vous voulez que votre quartier soit propre et que c'est vous qui vous levez le matin pour rendre propre la devanture de votre maison, peut-être de l'autre côté, ça aide beaucoup. On fait tellement de discours, on fait tellement d'éditos sur les réseaux sociaux et tout. Mais à la limite, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin au quotidien de prendre des initiatives concrètes pour le changement de notre pays? Moi, j'invite tous qui nous regardent à commencer par prendre des initiatives. Ça va faciliter la tâche à tout le monde. Merci. Où que vous soyez, à tout moment et à très bientôt. 2025, c'est l'année de renouveau sur Anguille Live.